Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par les Jardins de l'Écoumène, producteurs de semences potagères biologiques de qualité. Depuis 20 ans, une équipe d'artisans passionnés assure la survie de dizaines de lignées patrimoniales. Grâce à une boutique en ligne bien garnie, un blog et des ateliers d'initiation, les Jardins de l'Écoumène participent activement au maintien de la biodiversité. Visitez notre site web à écoumène.com ou découvrez nos semences dans un de nos 220 points de vente. Salut tout le monde, salut les jardiniers, les jardinières qui rêvent d'abondance au potager. Ici, la planification vaut son pesant d'or et on demande à Bertrand Dumont de nous guider. Ben oui. Ben oui, parce que là, pesant d'or, pépite de vie, on parle de quoi aujourd'hui? Bien, ma chère Janine, nous parlons de semences aujourd'hui. Qu'on est concept. Tout commence par là en réalité. Dans le potager, c'est pas mal par là que ça commence. Alors, Bertrand, toutes les semences, est-ce qu'elles sont issues de la fécondation des fleurs? Tu sais, c'est une idée comme bucolique. Là, Bucolique, ben ouais. oui. Botaniquement, oui. Et d'ailleurs, chez les plantes, c'est le moyen de multiplication le plus commun. Hein, c'est celui qu'on retrouve le plus. On retrouve parfois du marcottage naturel, aussi du drageonnage, mais c'est beaucoup plus rare chez les plantes comestibles en général. Okay. Et marcottage naturel, pour ceux qui ne sauraient pas. Marcottage naturel, ça veut dire qu'il y a une branche qui va tomber au sol et puis qui va s'organiser par elle-même, qui va faire une nouvelle plante. OK, ça s'enracine, ça s'enracine ça tout repart. seul. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres manières de multiplier les plantes comestibles? Oui, on va passer à l'ail, par exemple, comme les bulbes et les tubercules, la pomme de terre. Donc, l'ail, la pomme de terre, le topinambour, l'échalote française et l'oignon sont des bulbes qu'on va multiplier. Quoique l'oignon, on peut la multiplier par semence aussi. Mais les autres, en général, on les multiplie par tubercule ou par bulbe. Des fois, on les appelle semences, d'ailleurs, dans les catalogues, mais ce ne sont pas des semences. C'est botaniquement, ce ne sont pas des semences. C'est pas ça. C'est des tubercules ou des bulbes. Parce que les tubercules peuvent donner des semences, mais ça fait quand elles font des l'ail, fleurs. oui, certains. La pomme de terre, c'est très compliqué. Le topinambour aussi. Oui. L'échalote française aussi. Puis l'oignon, ben ça se fait, mais c'est un peu long. Donc, c'est mieux de partir du tubercule. Donc, Oui. deux façons. Parfait. Oui. Les avantages que tu vois et que je vois au semis. Au semis. Ben pour le semis, on a d'abord un grand choix de variétés. C'est vrai. On a beaucoup de variétés. Puis on peut sélectionner les variétés qui correspondent le mieux à son jardin, à son climat, à ses attentes et à son goût. C'est la totale liberté. Donc c'est le choix. C'est ça. C'est fun. Si vous achetez un plant tout fait, ben vous avez le goût qu'on vous donne, mais si vous choisissez vos goûts, vous le faites vous-même. Donc, ça vous permet aussi de gérer les dates de récolte, parce qu'on peut faire des semis à différentes dates, de faire des économies. C'est non négligeable. Oui, un sachet de semences de tomates, ça coûte 3,5 piastres. Vous en avez au moins pour 3 ans, donc 1 piastre par année. Donc, c'est pas très cher. Et puis, ça vous permet aussi de produire des plantes 100% biologiques. Dans votre cour, sur votre galerie. Absolument. Alors, on appelle ça les récoltes étapistes. Tu contrôles. Oui, absolument. On ne contrôle pas la nature. Quand on respecte, on ne la contrôle pas, mais là, on a un certain contrôle. On danse avec. On danse avec la nature. C'est bien ça. On danse avec la nature. Bon, OK. Les inconvénients, parce qu'il faut quand même noter que c'est moins simple que quand tu vas chercher ton pot à la jardinerie. Effectivement. Donc, à l'intérieur, c'est le manque de place. Il faut avoir la place pour le faire. Mais tu sais quoi, Bertrand? J'enlèverais un divan dans un salon pour avoir des étagères à plantes. Il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui sont comme toi qui font ça. Donc, il faut avoir accès à de la lumière. Donc, un bon accès à la lumière, c'est très important. Il faut aussi se dire que ça prend un petit peu de temps. Donc, le semis, l'arrosage, le repiquage, il faut y se consacrer un certain temps. Et aussi, ça demande un petit peu d'investissement matériel, des pots, de l'arrosage, d'éclairage. Donc, il faut le regarder de ce côté-là. Ça nécessite une bonne connaissance du calendrier des semis. Ça, c'est important. Oui, mais c'est pas un gros problème. Il y a des livres il y a des sites même qui l'indiquent. Oui, mais il faut faire attention. Ouais. Il faut bien prendre ici des calendriers de semis québécois
parce que ce n'est pas les mêmes qu'en France. Ça, c'est une Donc précision. ça, c'est une petite précision. Et puis, il faut bien identifier les conditions extérieures au moment de la plantation. Là. On en a déjà parlé dans d'autres balados de la plantation. Donc, quand on va sortir les plants, il ne faut pas les sortir trop tôt non plus. Puis, il faut éviter de les sortir, les rentrer 3 fois. Là, c'est un peu compliqué. Donc, ça, c'est aussi important. Et Bertrand, les sachets. Oui. Ça, c'est le bonheur. Tu vas à la jardinerie, tu vois les sachets de plantes, tu vas dans un catalogue. Bon. Mais il faut les garder, ces sachets. Si jamais, par hasard, il y avait une pandémie quelque part qui se promenait, on ne sait jamais ce qui peut arriver, ouais. Hein, ben, on peut aussi commander par Internet. Oui, aussi, voilà. On ne sait jamais, ça peut arriver, des pandémies. OK, mais les sachets sont très importants, Bertrand. Oui. Il y a une mine d'informations sur nos sachets de semences. Dis-nous ça. La première information qui est importante, c'est l'année de la récolte. On va y revenir tout à l'heure avec la durée germinative. Retenez ça, l'année de la récolte. L'autre, c'est la date approximative de semis qu'on devra avoir. La profondeur des graines, c'est très important aussi. La profondeur des graines, qu'est-ce que tu veux dire par ça? C'est-à-dire que chaque graine n'a pas la même profondeur. Et plus la graine est petite, moins on la recouvre de sol. Et plus elle est grosse, plus on la met profond. Okay? Puis tu vas en parler tout à l'heure, il y a quelques plantes qui n'ont pas besoin qui ne sont pas recouvertes parce qu'elles ont besoin de lumière pour germer. Donc, tu les mets en surface de ta terre. En surface. Okay. Le nombre de jours de levée, hein, vous avez de la laitue qui prend 3 jours, puis vous avez du panais qui peut prendre jusqu'à 21 jours. Oui. Donc, si vous dites, je sème mon panais, puis j'attends que ça revienne, ben ça ne marchera pas. Hein, ça ne fonctionnera pas. Donc, patience. Patience, puis ça fonctionne. C'est ça. Le nombre de jours de levée, donc je viens de vous le dire, la température du sol. Oui, c'est important, ça. Pour le semis, c'est très important. Vous avez des variétés qui demandent beaucoup de température de sol élevée. Mettons les poivrons, c'est 20 degrés, alors que d'autres, les laitues, moi je l'ai essayé, la laitue avec un tapis chauffant, ben ça va moins bien lever, la levée va être plus longue. Besoin d'une terre plus fraîche. Donc une terre plus fraîche. La distance sur et entre les rangs, pour la variété qu'on vous donne, le nombre de jours à maturité, je vais revenir aussi tout à l'heure sur le nombre de jours à maturité, le nombre de graines, la quantité de graines, puis si ce n'est pas disponible sur le sachet, ça devrait être au moins disponible sur le site web de l'entreprise. Puis il faut le consulter. Ça c'est nous des données aide. importantes. Ben oui. C'est des données importantes. Bon. Et peux-tu nous expliquer les différences? Bon, il y a différents types de semences. Il y a les semences qui sont nues, il y en a d'autres qui sont traitées, puis il y en a d'autres qui sont enrobées. Eh bien, les semences nues, c'est celles qui sont vendues sans autre forme de préparation que de l'enlèvement des puretés. Elles sont donc nues au naturel. Au naturel. Ce qu'on récolte, ce qu'on conserve. Ce qu'on conserve. Quand les semences qu'on conserve de notre potager, c'est comme nous quand nous sommes nus, tout sommes au naturel. C'est naturel, à sa plus simple expression. C'est à sa plus simple expression, d'accord. Voilà. Traité, c'est qu'on a ajouté des insecticides ou des fongicides pour prévenir des problèmes de germination. Heureusement, c'est rarement à faire aux jardiniers amateurs. Là, habituellement c'est le problème justement des grandes compagnies. Puis on devrait les bannir parce que ça entraîne de nombreux problèmes environnementaux. Et aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'en vérité, il y a tant d'avantages que ça. Là, on les remet beaucoup en cause. Et il y a aussi ce qu'on appelle les semences enrobées, qui sont, elles, recouvertes d'argile et qui... plus faciles à manipuler, qui ont un taux de réussite qui sont plus élevés. Donc, c'est juste de l'argile qui recouvre pour faciliter la levée de la plante. Bon, alors, il n'y a rien de dangereux. Ce n'est pas un produit chimique non. qu'on aura. Non. Alors, ça, c'est vraiment nu ou celui-ci, enrobé. Enrobé, c'est ça. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Connaissez-vous le biochar? Il s'agit d'un amendement très spécial qui piège efficacement les nutriments, retient l'eau dans le sol et favorise le maintien des micro-organismes indispensables à un sol vivant. Les jardins de l'Écoumène vous proposent aujourd'hui ce produit considéré comme le chanon manquant de la fertilité des sols. Le biochar permet de créer des écosystèmes où l'équilibre entre végétaux, sols et micro-organismes est idéal. Pour en apprendre plus sur le biochar, visitez le site web écoumène.com. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
des données qui concernent... Les gens s'intéressent à ça, hein? La différence qu'il y a entre les variétés à pollinisation libre, Oui. les hybrides, un hybride F1, puis les OGM, je l'ai dit entre guillemets, j'aime même pas le prononcer. Bon, elle n'aime pas le prononcer. Donc, la pollinisation libre, il faut le dire, c'est une plante qui a été croisée ou bridée naturellement ou par les horticulteurs. Et quand on va la multiplier, les caractéristiques sont identiques à celles du plan mère. Okay? Donc, on va semer des tomates Savignac et on va obtenir des tomates Savignac. C'est aussi simple que ça. Donc, elles peuvent être soit issues de la sélection artificielle. Donc, on va choisir les plus beaux plants qui au fur et à mesure dans ces plantes. Ils sont repérés, et on va là. les reproduire. C'est ce qu'on a fait depuis des millénaires. C'est-à-dire vous avez un champ de tomates, vous allez prendre vos plus belles tomates, celles qui sont les plus... Et c'est celles-là que vous allez multiplier. Souvent, les gens vont garder les bonnes tomates pour eux, puis les moins belles, c'est pas une bonne idée. On prend toujours les plus belles pour soi. Pour garder les semences. C'est ça. Oui. Ça peut être aussi issu d'un croisement de deux individus, de deux variétés sous-espèces ou espèces différentes, et elles vont obtenir, avec le temps, les mêmes caractéristiques que la pollinisation libre. Okay? Un hybride F1. Okay, donc, il faut comprendre que la pollinisation libre, ce sont à la fois des hybrides. Mais là, il faut faire un petit peu attention parce que... C'est naturel, des hybrides naturels ou aidés par l'homme. Il faut faire attention parce que les Anglais vont utiliser le mot hybride pour hybride F1, alors que nous, on marque hybride F1 ou pollinisation. C'est un peu compliqué avec le côté anglais. C'est parce que nous, on fait de la F1. De la course. La course, c'est ça. Donc, la F1, c'est un croisement de deux variétés sélectionnées séparément sur plusieurs générations et qu'on utilise pour certaines caractéristiques. Pour obtenir un F1, il faut recroiser les plants originaux chaque année. Okay? Donc, c'est ça qui est compliqué avec la F1, c'est qu'on prend les plants puis on les recroise chaque année, on refait les choses. Et les OGM, donc les organismes génétiquement modifiés, on a carrément modifié le bagage génétique, on l'a altéré par des interventions humaines. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de l'hybridation, c'est qu'on a pris les gènes puis on a joué dans les gènes. On trafique. C'est trafiqué. C'est trafiqué. Il faut acheter les graines chaque année. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a pas d'OGM commercialisé pour la culture pour le grand public. C'est juste, les grandes surfaces. Ce n'est pas les grandes surfaces, les grandes cultures. Les grandes cultures agricoles. Okay. Donc, c'est comme ça qu'on le sépare. Donc, il y en a... Dans tous les catalogues, on dit non-OGM, mais en réalité, il n'y a pas de graines OGM vraiment disponibles pour le grand public parce qu'il y a des licences et tout ça, donc on ne le donne pas au grand public. OK, mais les grandes cultures, par contre, ça leur coûte cher de se les procurer, oui, c'est ça. Bon. Alors, obtenir une variété à pollinisation libre, Bertrand, comment on fait ça? Bien, d'abord, on va peut-être vous étonner, mais on passe par une F1. On n'a pas le choix. On passe par une F1. Puis cette F1-là, on va l'auto-féconder pendant 5 à 15 générations. Ça peut prendre combien de temps, ça? Ça peut prendre de 5 à 15 ans. 5 à 15 ans? Parce qu'une plante pourrait... C'est une génération par saison. Une génération par saison. Tandis que si c'est au Mexique, tu as des cultures... Tu pourrais le faire plus rapidement, mais c'est 5 à 15 générations. Tout ça dépend des plantes. Et on va obtenir ce qu'on appelle une variété stable, fixe ou à pollinisation libre. Okay? Mais on passe toujours par un F1, puis une fois qu'on a au lieu de repartir tout le temps du F1, on va commencer à auto-féconder, là je ne rentrerai pas dans les détails, pendant 5 à 15 générations, et là, on va obtenir une variété fixe. Pour les fleurs, ça se faisait... Tu avais un ami, Tony Oui, Hubert, ça se fait pour les légumes, ça se fait pour les fleurs, ça se fait pour toutes les plantes. On part d'une première génération, on va être en F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, dans la F15. C'est des générations. C'est ça, c'est des générations. Puis une fois qu'elles sont en pollinisation ouverte, elles vont être stabilisées, le bagage génétique va être stabilisé, et ainsi de suite. Ça veut dire que les abeilles viennent, se promènent d'un à l'autre, puis ça se fait. C'est ça. La pollinisation se fait. Maintenant, il y a des variétés qui sont patrimoniales, qui sont très recherchées depuis quoi? Longtemps. Fait que là, il y a plusieurs définitions. Moi, je vais vous en donner une que je trouve intéressante. C'est toutes les variétés de légumes et de fines herbes qui ont été mis en marché 50 ans avant l'année en cours. Hein? Donc, toutes les plantes qui ont été faites il y a 50 ans sont des plantes patrimoniales. C'est pas tout le monde. Il y a différentes manières. Il y en a qui disent que pollinisation libre, c'est une plante patrimoniale. C'est ce que les Français appellent une variété paysanne. Mais elle est le plus souvent à pollinisation libre. Ça, c'est clair que c'est à pollinisation libre. Au bout de 50 ans, il y a longtemps qu'on est passé dans la génération. Et souvent, elles sont plus goûteuses et elles sont souvent moins sensibles aux problèmes phytosanitaires aussi. Okay, tu vois.
Donc, adapté. Donc, Adapté. il y avait un grand semencier, ça existe encore, Bertrand, au Canada? Comment ça s'appelait? Le semencier du patrimoine ou quelque chose comme ça, entre autres? Oui, ça existe Ouais. encore. C'est une association, ça. Oui, ah oui. À quand ça remonte, les plus vieilles variétés? Tu sais, toi qui as fait des recherches pour tes livres. Avant le 17e siècle, là, on n'a pas grand-chose. C'est Donc, difficile, le hein? 17e siècle, c'est à peu près tout ce qu'on retrouve. Là, avant ça, c'est quasiment impossible de retrouver. OK. Il y a une historique quand même qui est Oui, impressionnante. c'est ça. Hein? Est-ce qu'il y a des avantages à commander ces semences chez un grainotier qui est régional plutôt que des trucs qui viennent d'on ne sait où? Oui, absolument, parce que ce sont ce qu'on appelle des variétés patrimoniales, donc des variétés régionales. Par exemple, la Savignac, vous ne la retrouverez pas chez les grands semenciers. Parce que c'est une plante régionale du Québec. Là, c'est une plante de l'origine de la région de Saint-Jérôme, si mes mémoires est bonne. Donc, les semences sont bien adaptées à la région. OK? Par exemple, si vous prenez notre commentaire de cette semaine, les jardins de l'Écoumène, ben c'est fait dans les jardins de l'Écoumène, dans leur région, qui est une région qui est beaucoup plus froide que Montréal. Donc, les plantes sont vraiment adaptées pour les régions froides. Et puis, alors que les semences des grandes compagnies semencières, elles viennent de partout dans le monde. Hein, vous avez des tournesols qui peuvent venir d'Afrique du Sud. Donc, ils ne sont pas très adaptés. Ils vont pousser parce que c'est une plante annuelle, mais ce n'est pas adapté. Donc, on a vraiment des variétés patrimoniales et bien adaptées. Les facultés germinatives, tu sais, on est frappé de... Quand on pense aux pyramides d'Égypte, oui. On a trouvé des semences qui avaient 4000 ans et qui étaient encore viables. Tu sais, ça impressionne, viable, ça frappe l'imaginaire. Viable, on va être honnête, là. Oui. Heureusement qu'on a des techniques aujourd'hui de pointe, parce qu'on n'était pas... Si vous pensez qu'on a pris la graine, qu'on l'a mis en terre puis qu'elle a poussé, oubliez ça. C'est pas ça. C'est pas tout à fait ça, OK? Bon. C'est plutôt qu'on a prélevé de l'ADN, on a été capable de multiplier à partir d'ADN. Ça a été très compliqué. Donc, l'ADN n'était pas détérioré. C'est ça. Il y a des parties qui n'étaient pas détériorées, mais on n'était pas tout à fait. Donc, qu'est-ce que la faculté germinative? On l'appelle aussi durée germinative ou durée de vie. C'est la capacité des semences à germer. OK? C'est ça la définition. Donc, c'est la durée maximale où les semences sont aptes à produire des plantules. Et en général, c'est 80 à 90 % d'une quantité. Là, OK? Donc, qui va germer, qui va germer, lever. c'est ça. Okay. Donc, des laitues, c'est entre 2 et 3 ans. Puis des basiliques, c'est entre 8 et 10 ans. Ah, tu as une marge, hein? OK, il y a une grande marge. Le panais, c'est 1 an. OK? Donc, il y a des marges énormes. Puis, passé cette date, il y a une perte progressive de capacité à germer. Moi, j'ai fait le test avec des laitues. Au bout de 3 ans, là, j'avais à peu près 15 à 20 % des laitues qui levaient. Okay, donc, seulement 15 à 20? Oui. Okay. Donc, le 2-3 ans, c'est vraiment le maximum. En plus, là, ça dépend de chaque variété, donc il faut faire attention. Alors là, on n'achète pas plusieurs sachets. C'est ça. Parce que c'est pas utile. C'est ça, exactement. Ils ne dureront pas dans le temps. Donc, techniquement, c'est le nombre d'années durant lesquelles entre 80 et 90 % des graines sont viables. Là, c'est des raisons, comment dire, légales. Hein. Et donc, il faut comprendre qu'un taux de germination de 80 %, ça indique qu'on va avoir 4 graines sur 5 qui vont germer. Si on met 5 graines, mais si vous mettez 5 graines, vous avez possiblement le potentiel de 4 qui vont pousser. Oui. Donc, si vous voulez 5 plantes, il va falloir en faire 6. Oui. OK? Ça, c'est important. Alors, mais c'est quand même pas pire. Donc, oui, c'est quand même pas pire. Même si on dépasse un peu, puis qu'on a 80 % de germination, mais il y a c'est bon. certaines variétés qui sont plus compliquées. On va vous le dire sur le sachet, c'est quoi les quantités, les taux de germination, parce qu'il y a des variétés on n'arrive pas à 80 % de germination. Là. OK. Mais en général... Parce qu'elles sont plus fragiles? Oui, parce que c'est plus fragile, notamment surtout dans les plantes patrimoniales, c'est un peu plus compliqué, alors que dans les hybrides F1 et tout ça, c'est plus contrôlé. Là. OK. Et plus costaud. C'est ça. Bon, OK. Les conditions de conservation des semences, je pense que ça peut être important quand il nous en reste. Oui, quand il en reste, il faut qu'elle soit bien sèche. C'est très important parce que dès que vous mettez de l'eau sur une semence, qu'est-ce qui arrive? Germination. Ben oui. Donc, on met ça dans un endroit sec, aéré, frais et sombre. Ça, c'est les conditions. Donc, on met ça dans une enveloppe en papier, du papier sulfuré, un sachet en plastique, des tubes de plastique recyclés. Faites donc ce que vous voulez. Des bouteilles de pénule. Sec. Des bouteilles de pénule, si tu veux, si c'est sec, OK? Oui. Si c'est pas opaque, OK? Il faut mettre ça dans une boîte en métal ou en bois. Il faut que ce soit à la noirceur, OK? Parce qu'effectivement, un peu d'humidité, un peu de lumière, ça peut faire germer les graines. Protéger des rongeurs.
On le sait, on l'a payé à nous détruire. On l'a payé. Comment on l'a payé cher? On l'a payé cher. Les écureuils dans le cabanon. Oui, c'est ça. Qui sont tombés dans les graines d'oiseaux. C'est pas pareil, mais quand même. Une année, j'avais oublié mes semences à gazon et c'est tombé dans les semences à gazon. Il n'y avait plus de semences à gazon, j'en ai racheté. Oui. Si on les met au réfrigérateur, il faut mettre des sachets de silice afin de chasser l'humidité, parce qu'il y a de l'humidité dans le congélateur, dans le réfrigérateur. Ça, on trouve ça dans des boîtes de chaussures Oui, parfois. c'est ça, hein? c'est ça. Alors, on les conserve. Puis c'est aussi possible de congeler les semences. OK, ça marche très bien, là. C'est une manière de les congeler, mais il faut les décongeler avant de les mettre en terre. C'est-tu en Norvège, où ils ont un réservoir de semences mondiales? C'est ça, c'est en Norvège. c'est en Norvège, mais ils ont commencé déjà à avoir des problèmes. Mais ça, c'est une autre histoire. Vrai. Ben oui, parce qu'il y a eu des inondations, et finalement, avec le réchauffement climatique, c'est moins froid qu'ils pensaient. Mais quand ils ont conçu le projet, c'était parfait. C'était parfait. Il n'y avait pas encore des dérèglements aussi majeurs. Non, ils ne pensaient pas. Ils vont être obligés de déplacer, c'est ça que ça veut dire, On sait peut-être? pas encore. Bon, alors, c'est ça. On peut congeler les semences. Nous, on a nos congélateurs. Est-ce qu'on devrait faire des tests de germination? Tu ferais-tu ça, toi? Moi, j'ai toujours trouvé que c'était totalement inutile. On en voit sur Internet, tout le monde fait des tests de germination. Moi, je vais vous donner mon truc. Si la levée des semences est rapide, on sème, puis on voit ce qui arrive. Si ça ne marche pas, on recommence. Et puis, si la germination est lente, ben, on avance le semis de quelques jours. Puis, si ça ne lève pas, ben, on recommence. Moi, tant qu'à faire un test de semis, puis de repartir, puis de recommencer, puis de faire ça sur une feuille de papier, ça ne m'intéresse pas, donc j'en fais pas. Tu es un homme organisé. Ça je le sais. J'essaye. Germination lente. Quand la germination est lente, on avance le semis. C'est ça que tu fais, C'est ça hein? qu'on fait, oui, c'est ça. OK. C'est ça. Alors, pourquoi semer plus que les besoins? T'sais, on sème plus que les besoins. Ben, à cause du fameux taux de germination, qui n'est jamais de 100%. Okay, qui est toujours en général autour de 80 à 90 %. Donc, si vous semez 115 graines, vous allez obtenir 100 plants. Donc, si vous voulez 100 plants, il faut semer 115 graines. Sans ça, vous allez obtenir 90 plants. Mais là, on parle de potager dans nos cours, dans nos galeries. Non, mais c'est ça. Mais la comparaison est bonne. Mais là, je donne en gros. Mais si vous voulez 3 plants puis vous en semez 3, ben vous aurez peut-être juste 2. Fait qu'il va vous en manquer un. Sur une petite quantité, c'est encore pire. Et puis pour le choix aussi. Toi, tu fais une sélection des meilleures levées. C'est ça. Puis après ça, tous les plants ne sont pas viables. Hein? Donc, il y en a qui devraient être supprimés parce qu'ils sont trop petits. Ça, j'ai appris ça dans la première année de la première journée de mon cours d'horticulture. Toute plante qui n'est pas viable à long terme, ça ne sert à rien de la garder. Vous allez travailler très fort et finalement, elle ne va jamais donner de résultat. C'est la nature, c'est comme ça. Il y en a qui sont plus forts, qui sont moins forts. Donc, nous, ce qu'on fait, les horticulteurs, c'est qu'on supprime les trop petits, les trop frêles, les trop chétifs. Ils ne vont jamais donner de bons résultats. On va travailler très fort, puis ils ne vont jamais donner de bons résultats. On en fait un peu plus, on trie et on repique. Et au moment du repiquage ou de la transplantation, il risque aussi d'y avoir de la mortalité. Tout le monde a déjà acheté dans le temps des boîtes d'annuels ou des boîtes de légumes où est-ce qu'il est supposé y en avoir 12, puis en fin de compte, il y en a juste 11 parce qu'il y en a un qui est mort. Donc, c'est comme ça. C'est ça. Donc, on sème en général de 25 à 30 % de plus de graines que le nombre souhaité pour avoir les plus gros plants. Tout ça se tient, c'est logique, c'est parfait. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Le potager urbain facile et naturel, potager en pot, le jardin fruitier facile et naturel et potager productif. Retrouvez les livres de Bertrand Dumont en format papier en librairie et sous forme numérique sur le web. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Comment on arrive, une petite question, à définir le nombre de jours pour qu'un plant arrive à maturité? Comment ils arrivent à... Bien, tout simplement, c'est les obtenteurs de nouvelles variétés ou les semenciers qui le calculent. C'est leur travail de le calculer.
Il faut comprendre que c'est une évaluation et non un chiffre précis parce qu'il y a beaucoup d'éléments, il y a la température, il y a l'arrosage, il y a l'engrais, il y a tout ça qui va changer la date. OK? Donc, c'est une approximation, C'est du nombre de mais jours. assez proche. C'est ça, c'est assez proche du nombre de jours où une plante, on obtient en général le plus gros de la récolte, le maximum de la récolte. C'est-à-dire, ça peut commencer un petit peu avant puis finir un petit peu après. Donc, ça peut aussi varier par rapport au pays d'origine où la variété a été obtenue. Par exemple, si vous obtenez une variété qui vient d'Israël, par exemple, la température n'est pas la même qu'au Québec. Donc, le nombre de jours de maturité ne sera pas le même jour. Donc, le climat annuel va influencer la période. Et puis, c'est exprimé, alors, sur les sachets, c'est exprimé soit en nombre de jours pour la récolte. Donc, ça c'est vrai que c'est un nombre de jours pour la récolte. Ça, c'est assez clair. Le temps à maturation, ou encore le nombre de jours, ou le nombre de maturité en jours. Donc, il y a plusieurs manières de l'exprimer, là. Mais c'est le temps terrain qu'on parle de maturité, c'est le nombre de jours qu'on obtient. Parfait. Maintenant, un autre calcul. Est-ce que le calcul varie selon les variétés? Parce que, OK, tu peux avoir une idée de quoi, par exemple? Si tu sèmes une variété directement au potager, OK, la date de maturité ou le nombre de jours pour la récolte part du semis à la récolte. Mais pour les plantes qui sont transplantées, je te parle des tomates et ainsi de suite, c'est du jour de la plantation à la récolte. Pour la maturité. Pour la maturité. C'est un peu compliqué, là, mais ils n'ont pas réussi à mettre tout ça sur le même pied d'égalité. Non. Mais en général, c'est les chiffres qu'on te donne. Certains semenciers vont te donner du semis à la récolte, puis d'autres, c'est de la transplantation à la récolte. Fait qu'il faut jouer un petit peu avec ça, là. Mais de toute façon, vous savez, les tomates, là, en général, c'est le 14 juillet qu'on commence à manger les tomates au Québec, à peu près partout où on se trouve au Québec. Peu importe, là, c'est toujours à peu près ça. Alors, pourquoi toutes les variétés d'un même légume n'atteignent pas la maturité en même temps? Puis, peux-tu nous donner des exemples? Bien, c'est pareil. C'est tout simplement pour étaler les récoltes dans le temps. Tu changes de variété. Par exemple, si vous avez des poivrons, vous avez des poivrons hâtifs, vous avez des poivrons tardifs ou des poivrons de saison. Bien, les poivrons hâtifs vont être peut-être 10 jours avant les poivrons de saison. Si vous avez des plants de poivrons, bien, si vous avez tous vos poivrons en même temps, ben vous ne savez plus quoi faire de vos poivrons. Si vous avez toutes vos tomates en même temps, c'est pour ça qu'il y a des tomates qui sont plus hâtives, moins hâtives. À un moment donné, tout se rattrape. Et donc, c'est que on se retrouve avec des plantes on a toute la récolte en même temps. Et donc, les semenciers vont faire des variétés avec des temps de maturation différentes pour que le producteur puisse étaler dans le temps. OK, si on a toutes les tomates en même temps, d'abord le prix chute, ça fait, et aussi parce que toutes les plantes n'ont pas la même dimension. Un gros fruit et un petit fruit ne vont pas arriver à maturité en même temps. C'est travaillé de plus en plus. Avant, on parlait moins de ça. Oui. Hein? Non, c'est très vieux. C'est très vieux. C'est très vieux, on n'en parlait pas parce qu'on ne savait, on n'en parlait pas. Mais en pays nordique, tu as moins de temps, mais tu peux faire hâtif. Moi, je prends les vieux livres que j'ai lus pour rédiger Étonnante Histoire. Puis là-dedans, on parle même de hâtif, de saison, de mi-saison, de tardif, de très tardif. C'est parce qu'à l'époque, c'était encore pire à l'époque, parce qu'ils n'avaient pas la chaîne du froid. Ils n'avaient pas la chaîne du froid, non, c'est ça. Aujourd'hui, on peut mettre ça dans le réfrigérateur puis arrêter la maturation. Oui. Mais à l'époque, au 19e, au début du 20e siècle, il n'y avait pas ces systèmes-là. Donc, pour le maraîcher, plus il pouvait étendre sa période de cueillette, mieux c'était. Parce que s'il se retrouvait que toutes ces tomates arrivaient la même semaine, il fallait qu'il vende toutes ces tomates la même semaine. C'est ça. Mais tout le monde arrivait avec des tomates la même semaine. Donc, les prix s'effondraient. Puis tout le monde ne pouvait pas manger que des tomates la même semaine. Mais tu dis ça, puis vois-tu, ça me ramène à W.H. Perron. Il avait publié une Bible. Oui. Hein? Puis c'est ça, effectivement, tu as raison. Il parlait autant pour les fleurs que pour les légumes. Pour les fleurs, pour les fleurs, c'est moins grave, mais pour les légumes, c'est important aussi. Pour les fruits, c'est moins important, mais pour les légumes, c'est très, très important. Et dans les vieux catalogues de Villemorin de 1860, là, il y a toujours les variétés hâtives et les variétés tardives, tout le temps. Donc, c'est vraiment quelque chose que les jardiniers utilisent. Oui. C'est étapiste. C'est ça. Alors, graines de légumes, de fines herbes, est-ce qu'ils ont besoin de lumière au moment de la germination? Non, dans la majorité des cas. Tout simplement parce que les graines vont être enterrées. OK, donc, les graines qu'on va enterrer, elles n'ont pas besoin de lumière.
Donc, on les recouvre plus ou moins. Et ça va aider ça va aider l'accès à l'humidité. Les exceptions. Cerises de terre, les laitues, les chicorées, les basiliques, les ciboulettes, la marjolaine, la mélisse officinale, qui est encore plus compliquée là, parce qu'elle doit être refroidie par l'hiver, là. L'origan, la sarriette et le thym. Tout ça, c'est des variétés que si vous les mettez à la noirceur, vont pas marcher. Là, vous pouvez les mettre sous vos néons allumés. Puis Okay? tu les déposes, ils les déposent sur le terreau. On là, les dépose directement sur le terreau, puis on met ça sous les néons. Quand vous faites des semis, vous avez des néons, puis que vous n'avez pas besoin de les allumer, vous pouvez les laisser éteindre. Mais il faut bien suivre. Dès que vous allez voir les petites pousses sorties, là, il faudra les allumer pour que la chlorophylle puisse partir. Bon, alors, sous question. Oui. Ceux qui reposent sur le terreau comme ça, Oui. les exceptions, est-ce que tu dois les brumiser, mettre un peu de vapeur beaucoup plus régulièrement que les autres? Non. Quelle que soit la semence, il faut toujours que le sol soit humide. C'est la condition sine qua non pour qu'une graine germe, c'est l'humidité. Mais ça s'assèche beaucoup plus rapidement, la surface du terreau. C'est pour ça que je dis ça. Bon, peut-être un peu plus, là. Plus de mais temps par-dessus. Moi, quand j'ai des semis, je vais les voir tous les jours et je remets un petit peu d'eau tous les jours s'il faut. Ça, c'est de l'amour, monsieur. Que ce soit profond, pas profond, c'est toujours de l'humidité. Bien, Bertrand, c'est pas pire. On est passé au travers de toute la matière organique. C'est tout pour aujourd'hui. On vous invite à nous suivre. Vous allez sur la page radiolégumes.com. Vous cliquez sur la case parce que les gens ne voyaient pas. Oui. C'est subscribe. Oui, c'est ça. Okay, vous cliquez là-dessus. Puis là, vous êtes informé de toutes les parutions. Vous n'hésitez pas à écouter nos autres balados disponibles. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc toute l'année. Merci. Les jardins de l'Écoumène. Oui, les jardins de l'Écoumène. Un semencier de chez nous. Oui, bien de chez nous. Et Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour l'assistance technique, Bertrand pour ta science et à vous pour être là, simplement avec nous. Et à toi pour le sourire dans la voix. Bye tout le monde. Bye tout le monde. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.